Où en est la jeunesse? Sait-elle mieux ce que signifie nouvelle citoyenneté? Face à face spécial, ce jeudi 25 février, après le journal de 19h. Je reçois Billy Kambale, ministre de la Jeunesse et de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Où en est la jeunesse? Sait-elle mieux ce que signifie nouvelle citoyenneté? Monsieur le ministre Billy Kambale, bonjour. Bonjour Christian. Ministre de la Jeunesse et de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Attention, il faudra nous définir tous ces termes scientifiques que l'on voit dans la liste des membres du gouvernement sans savoir exactement ce qu'ils referment. Commençons par vous. Vous êtes ministre depuis plus d'1 an. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Merci d'abord pour l'invitation. Je voudrais en profiter pour saluer les nombreux auditeurs et téléspectateurs d'ailleurs, puisque maintenant Top Congo c'est en direct sur YouTube. Nous suivons tous ce qui se passe et toutes les émissions. Je voudrais saluer les auditeurs et les téléspectateurs et dire que c'est quand même un plaisir de retrouver encore les micros après pratiquement plus d'une année que je n'ai pas côtoyé les micros pour des raisons de réserve, mais comme nous sommes fin mandat, il faut quand même rendre compte, c'est au nom du peuple congolais que nous avons reçu l'ordonnance du président Félix Tshisekedi ainsi que l'investiture de l'Assemblée nationale. Alors, ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Quand j'ai reçu cet honneur de présider aux destinées de la jeunesse de mon pays à travers le ministère de la Jeunesse, d'abord, je dois dire que dès mon arrivée, il fallait faire d'abord l'état des lieux. Ce ministère, depuis très longtemps, a été dans les tiroirs du ministère des Sports et Loisirs. Et donc, il fallait faire un état des lieux. Et ma première préoccupation, c'était d'abord de savoir quelles ont été les actions posées par mes prédécesseurs. Je dois avouer ici que là où j'ai trouvé beaucoup plus de documentation, c'est au niveau de la JMPR, qui était la branche jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. Morte depuis 1997. Absolument. Je dois le reconnaître que c'est là que j'ai trouvé beaucoup plus des choses qui ont été faites à l'époque. Et c'est à partir de là que j'ai fait un état des lieux. J'ai constaté que le ministère de la Jeunesse avait dans son patrimoine plus de 53 000 hectares de terres disséminés à travers la République. Et c'est à partir de là que j'ai lancé le concept des brigades agricoles. C'est vrai que ça n'a pas été bien compris, bien s'en assimilé, mais mon idée a toujours été non seulement de créer une jeunesse qui travaille dans l'agribusiness, ça veut dire ceux qui veulent entreprendre au niveau de l'agriculture. Le ministère met à leur disposition des lopins de terre où ils peuvent travailler, mais aussi le ministère lui-même peut encadrer une catégorie des jeunes, notamment ceux qui sont défavorisés et qui sont à des orientations scolaires. Ils peuvent être encadrés au niveau des brigades agricoles, non seulement pour être utiles à la société, mais aussi recevoir la formation. Parce que je reste convaincu que si le sol prend sa revanche sur les sous-sols, nous pouvons non seulement combattre le chômage des jeunes, nous pouvons contribuer à l'autosuffisance alimentaire de notre pays, mais aussi contribuer à l'économie de notre pays. Dans ce sens, dans cet axe, qu'avez-vous fait? J'ai lancé le projet pilote, c'est à Maluku, à Impuru. J'avais commencé par 27 à 30 hectares dès le départ. Sur les 53 000. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des 200 hectares. Tout le monde, c'est visible, tout le monde peut voir. J'ai acheté des tracteurs, j'ai demandé des tracteurs parce que j'avais des informations qu'il y avait des tracteurs dans différents ministères achetés depuis l'époque du président Kabila. J'ai fait des démarches mais qui n'ont pas abouti. Je me suis dit, moi, je suis un travailleur, je n'ai pas à pleurnicher. Je me suis organisé avec les membres de l'administration pour dire nous devons nous battre puisque si nous n'arrivons pas, ne serait-ce qu'à poser les jalons, c'est comme si je n'aurais pas existé à ce ministère. Nous avons acheté des tracteurs et vous pouvez aller sur le site d'Impuru à Maluku, vous allez trouver les gens en train de travailler avec des moyens de bord. Je dois le reconnaître que le président de la République avait été captivé par cette idée et d'ailleurs, et c'est avec joie que je vais terminer mon mandat avec une lettre du président de la République
qu'il nous a écrit pour dire que nous puissions faire maintenant un plan général pour les brigades agricoles, parce que j'étais parti au Kivu, notamment à Rutshuru. J'ai fait la même expérience au niveau du territoire de Rutshuru. J'ai ramené les résultats et j'ai fait un rapport. Et sur base de ces rapports que j'avais transmis et au président de la République et au Premier ministre, qu'il avait finalement, par son directeur de cabinet de l'époque, M. Eberande, écrit la lettre pour me demander de lui transmettre avec un plan détaillé et un budget pour finalement que ces brigades agricoles soient sur toute l'étendue de la République. Donc je termine mon mandat au terme de ce premier gouvernement, Ilunkamba, avec un satisfecit, notamment du président de la République, mais aussi du Premier ministre qui a été notre chef au niveau du gouvernement, en ce qui concerne les brigades agricoles. Ce n'est pas la seule chose que vous avez réalisée pendant votre mandat. Pas du tout. Qu'avez-vous fait d'autre? Nous avons au niveau de la jeunesse, puisque le problème du Congo, c'est d'abord l'état des lieux. Lorsque les gens arrivent, on a tendance à balayer tout ce qui existait avant et finalement, on navigue à vue. Moi, je me suis dit, il y a des hommes et des femmes qui m'ont précédé. Je ne peux pas aujourd'hui balayer d'un revers de la main. Je voudrais rappeler quand même que l'actuel Premier ministre était aussi ministre de la Jeunesse et des Sports. Et donc, moi, je les salue en passant parce que je sais que c'est un fils maison et il y a des choses qu'il pourra faire. Les problèmes que nous avons tous rencontrés, et lui et moi, je pense que maintenant vont trouver solution. Notamment, c'est la problématique du fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. À ce niveau-là, je dois dire quand même qu'il y a eu une petite contradiction, mais qui s'est révélée une complémentarité. Pendant que moi, je me battais pour l'implémentation de ces fonds qui doivent normalement avoir des quotités au niveau des publicités, vous savez très bien que la publicité dans notre pays, elle est pratiquement moins taxés. Nous avons dit non, puisqu'il y a aussi des publicités qui ont des effets négatifs sur la jeunesse. Nous devons avoir un moyen pour ponctionner là-dessus. Nous avons les secteurs miniers. Il y a aujourd'hui les fonds pour les générations futures, mais les générations futures, c'est bien nous. C'est bien la jeunesse. Nous avons dit qu'il faut absolument que nous puissions percevoir quelque chose sur l'industrie tabassicole pour financer les fonds pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Le président de la République, lui, a préféré que nous puissions faire aussi un fonds de garantie parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui entreprennent ont une difficulté d'avoir accès au crédit au niveau des banques. Les conditionnalités sont très compliquées et très complexes. Et c'est là que nous avons dit, à côté du fonds pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, et il y aura aussi les fonds de garantie qui va permettre à ce que quand un jeune veut accéder à un crédit à la banque, nous avons déjà un fonds qui peut constituer des garanties pour la banque au cas où il y aurait des problèmes de remboursement. C'est le combat que nous avons mené qui reste encore à être mené puisqu'il faut maintenant l'implémentation de ces fonds pour que nos jeunes puissent avoir accès non seulement au crédit facilement, mais aussi aux subventions, puisqu'il y a des jeunes qui ont des plans qui peuvent les aider à entreprendre facilement. Mais s'il n'y a pas de financement, il ne faut pas les réaliser à cause justement de cette complexité de notre économie où les jeunes n'ont pas accès au crédit dans des banques et même dans des institutions de microfinance. Donc, je pense qu'à ce stade-là, nous avons beaucoup travaillé, nous avons impliqué beaucoup de partenaires pour que tout cela se réalise. C'est vrai que nous avons eu un problème de budget. Le ministère de la Jeunesse, c'est à peine 15 milliards de francs congolais. De budget. C'est ce que vous avez reçu? Donc, d'ailleurs, ça n'a jamais été décaissé. Vous avez reçu sur les 15 milliards qui correspondent à peu près à 7,5 millions de dollars. 7,5 millions de dollars. Qu'est-ce que vous avez reçu? Nous n'avons jamais reçu 5%. Jamais. Vous n'avez pas reçu 500 000 dollars? Jamais. Vous n'avez pas réussi à défendre ce que vous deviez recevoir ou vous n'avez pas... Je me suis battu comme le diable dans un bénitier. Vous avez déposé beaucoup de projets? Beaucoup de projets qui sont déposés, des demandes de fonds qui, je dois les reconnaître au ministère du Budget, n'ont jamais connu de problèmes. Mais quand ça arrive au niveau des finances,
nous le savons tous, il y a un problème de trésorerie. Je dois avouer qu'en 2020, nous avions pratiquement 17 demandes de mise à disposition des fonds. Sur les 17, il n'y a que 2 qui ont été payées. Qu'est-ce qui a été payé? Je n'ai jamais reçu plus de $200 000 depuis que je suis ministre. En plus d'un an. En plus d'un an. Quel est le rôle d'un ministre de la Jeunesse dans le gouvernement d'un pays où la majorité des jeunes sont sans emploi ou vivent dans la précarité? C'est un rôle central, en réalité. Le ministère de la Jeunesse est un ministère transversal. Lorsque vous avez un pays où les jeunes, quel que soit le domaine, vous passez par l'université, ce sont des jeunes. Vous passez au niveau de l'armée, ce sont les jeunes. Vous passez au niveau de la police, ce sont des jeunes. Même dans l'entreprise ici chez Top Congo, la plupart sont des jeunes. Ainsi de suite. Ça veut dire que le ministre de la Jeunesse, en réalité, il est, si vous voulez, le pont entre les différents ministères pour défendre une cause qui est la cause de la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? J'ai beaucoup fait, notamment... C'est-à-dire, oui. Je vais vous donner l'exemple du ministère des PME. La Banque mondiale a octroyé plus de $100 millions pour les petites et moyennes entreprises. J'ai mené des démarches, et le ministre il est là, vous pouvez lui poser la question. Des démarches auprès de mon collègue des PME, avec qui d'ailleurs, qui avait pris d'ailleurs une série de mesures pour intégrer le plus possible des jeunes dans ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase de la matérialisation. Je m'en réjouis parce que des incubateurs que j'avais visités au niveau des Goma, par exemple, Kivu Entrepreneur, non seulement ils ont été pris, certains sont pris dans le cadre de ce programme de PADEM PME, mais aussi et on a pris certains incubateurs au Congo, notamment les responsables, comme certains membres du jury qui sélectionnent les entreprises des jeunes. Donc, moi, je me réjouis de ce genre de combats. J'ai mené des combats auprès de mon collègue de l'intérieur parce que il faut avouer, et ça je dois le dire, il y a un problème dans notre pays. Si vous voulez, ce n'est pas de l'insubordination, mais sinon cette autonomie des provinces est aussi un handicap à un certain niveau. J'ai demandé notamment, parce que j'ai une vision sur le Conseil national de la jeunesse qu'il faut redynamiser parce que c'est une structure qui canalise les organisations non gouvernementales et les associations de la jeunesse. Un Conseil national de la jeunesse qui voilà. Organe qui permet le contact entre jeunes, institutions et partenaires de la RDC à qui on ne donne rien, qui ne peut pas voilà. Vivre. Maintenant, pour organiser les élections, puisque l'actuel comité est fait mandat, ça fait pratiquement 7 mois que je cours derrière le gouverneur. J'ai déjà écrit des missives. J'ai même rencontré par écrit mon collègue de l'intérieur pour qu'ils saisissent officiellement tous les gouverneurs afin qu'ils organisent les élections des comités provinciaux de la jeunesse au niveau... Mais vous vous imaginez, Christian, ça fait plus de 4 mois que le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a saisi les gouverneurs, mais sur les 26, il n'y a que 18 qui se sont exécutés. Mais c'est inadmissible. Et là, j'interpelle le gouverneur pour dire que, attention, l'autonomie des provinces ou la décentralisation ne signifie pas que finalement le pouvoir central n'a rien à voir avec les provinces. Sinon, ça devient de l'anarchie. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir le rôle du ministre de la Jeunesse dans le gouvernement d'un pays tel que le nôtre. Vous m'avez parlé des différentes initiatives que vous avez prises, notamment les incubateurs en termes de PME. Là, vous parlez de la jeunesse VIP, la jeunesse premium. Les principaux problèmes de la jeunesse congolaise, tels que le Premier ministre en parlait d'ailleurs dans son discours d'investiture en septembre 2019, c'était le chômage, c'était la délinquance. Est-ce que vous avez commencé à trouver des solutions? Christian, je n'ai pas l'habitude d'être un démagogue ou encore un rêveur. Notre pays, lorsque vous regardez sa configuration actuelle, la pauvreté, c'est pratiquement la vie de tous les jours. Et c'est là où d'ailleurs moi j'ai toujours été contre ces avantages qu'on accorde et aux membres du gouvernement et aux députés. C'est
pratiquement un scandale parce que ça n'a rien à voir avec la vie que nos populations vivent chaque jour. Maintenant, la problématique du chômage, moi je l'avais dit, on aurait trouvé des solutions si ces brigades agricoles allaient être lancées. Deuxièmement, j'avais demandé et j'avais écrit aux différents partenaires pour que les financements qui arrivent, nous devons les canaliser vers les secteurs qui produisent et qui peuvent nous permettre d'avancer. Je vous donne un exemple. Vous allez apprendre que les PNUD, au niveau de la jeunesse, peut-être 10 millions, 20 millions de dollars ont été investis. Mais vous vous demandez, mais finalement, c'est au nom de la jeunesse que cet argent est consommé au niveau de notre pays, mais en réalité, ça n'arrive pas à destination. Vous n'avez jamais vu d'argent du PNUD, des partenaires internationaux? Même pas un seul dollar. Qui consomme cela? Je ne sais pas. Moi-même, j'ai posé la question. On m'a dit que les mêmes structures où le système des Nations Unies a créé ici au pays des ONG, et ce sont ces ONG qui consomment leur argent. Mais quand vous y entrez de plus près, en réalité, c'est de l'argent qui reste dans des salles UP à Kinshasa. Ça n'arrive pas à destination. Moi-même, j'ai même dit, si nous continuons de cette manière, nous allons continuer à subir une sorte de campagne de diabolisation contre le gouvernement congolais sur de l'argent qu'il n'a jamais perçu. Je l'avais dit, j'ai reçu des responsables du système des Nations Unies dans mes bureaux, je leur répétais cela. Je dis, nous sommes en train de vivre quelque chose où la population a comme l'impression que nous consommons votre argent alors que vous-même, vous avez créé votre propre circuit et votre propre système. J'étais parti dans une conférence, j'ai participé avec enthousiasme, mais on m'a dit que cette conférence, les PNUD a dépensé 56 000 $. J'ai dit, mais écoutez, ça c'est de la blague, c'est une vaste blague. Ici, la salle coûte à peine 3 000, 4 000 $. Les invités, vous n'avez pas payé des transports. 50 000 $, vous les justifiez comment? Donc, moi, j'ai dit qu'il y a un problème d'hypocrisie et aujourd'hui, nous devons remettre tout ça sur la table pour nous dire, nos partenaires, c'est vrai, vous amenez de l'argent, mais il est temps que vous puissiez faire confiance aux institutions établies qui ont la confiance du peuple et sur lesquelles cet argent que vous amenez dans notre pays, c'est l'argent pour le peuple congolais, et le peuple a comme l'impression, puisque quand on suit les médias internationaux, on dit mais des millions sont investis dans ce pays-là, mais rien n'échange. Mais est-ce que ces millions passent par un circuit normal? Je dis ça ne passe pas. Est-ce que si ça passait par le gouvernement, vous aurez cet argent? J'estime que... Quand vous dites vous-même que vous parliez de vos millions de budget, vous n'avez même pas touché 500 000 $. Je préfère que je sois comptable de ce que je connais que je sois comptable de ce que je ne connais pas. C'est ça la réalité, la triste réalité du Congo. Ce n'est pas normal que le système des Nations Unies continue à casser les dos du sucre sur les dos des dirigeants congolais lorsque eux-mêmes ont créé un système de dilapidation des fonds qu'ils mettent à disposition de notre pays. Ça, je ne peux pas l'accepter. Revenons sur les problèmes majeurs de la jeunesse, chômage et délinquance. On risque donc de continuer à subir tout cela de longues années durant du fait du manque d'engagement du gouvernement? Non. D'abord, il faut savoir que nous sommes un pays qui est dans le libéralisme. Ça veut dire qu'il y a la liberté d'entreprendre, il y a la liberté de mouvement, la liberté de tout un chacun. Dans ce système, c'est le bonheur individuel qui crée le bonheur collectif. Est-ce que vous savez, Christian, aujourd'hui dans notre pays, c'est parce que tout simplement les choses ne sont pas structurées. Et ça doit être ça le fort que nous devons continuer au niveau du gouvernement. Savez-vous que dans notre pays, Banque mondiale et FMI ensemble ont reconnu que plus de 80 milliards de dollars circulent entre les mains des Congolais. Ça veut dire que le Congolais entreprend. Ici, le problème, c'est que nous voulons absolument faire comme les autres. Voilà pourquoi nous avons comme l'impression que nous n'avons rien. Même le petit garçon qui vend de l'eau, il a un capital, il a des bénéfices. Mais c'est la manière de le canaliser qui fait en sorte qu'il ne puisse pas gagner. Moi, j'avais même réuni des jeunes. J'ai dit... Mes chers amis, les quados qui sont dans les coins des rues, mais ce sont des vrais entrepreneurs. Nous devons les sensibiliser, les canaliser et même négocier avec des banques. Et nous avions même commencé le processus, négocier avec les banques pour que
chaque jour qu'ils aillent faire des versements sur leur compte, tout en épargnant un peu pour la famille, au lieu que chaque soir, ils soient dans des bars pour consommer tout ce qu'ils ont produit, alors qu'ils peuvent développer leur business et faire en sorte que ça puisse avancer. Il n'y a que par cette manière que nous allons créer. Figurez-vous que dans notre pays, nous avons un budget de 5 milliards de dollars, en fait, en termes de mobilisation, mais pratiquement 77% sont consommés par les fonctionnaires, ça veut dire paiement des salaires, fonctionnement des institutions. Aucun argent dans l'investissement, aucun argent dans l'amortissement même. Rien dans l'investissement. On recule tous les jours. C'est pour cela que j'ai dit que la nouvelle manière pour moi, parce que je ne veux pas être rêveur, Christian, j'ai dit que ces jeunes, des gens qui entreprennent, quel que soit ce qu'ils ont comme capital, il y a lieu parce que tout le monde fait des bénéfices dans ce pays. Je peux vous dire que le taxi-bus descend ici, fait entrer de l'argent dont vous ne pouvez pas vous imaginer par jour. Mais est-ce qu'ils sont encadrés? Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce qu'il y a un système de sécurité sociale qui est mis à leur disposition? Est-ce qu'ils ne sont pas à la merci de la police des circulations routières qui les rançonne à tout moment? Ce sont ces genres de questions que j'ai voulu initier pour qu'on travaille. Malheureusement, la difficulté, comme je vous l'ai dit, c'est notamment nos gouverneurs. Vous pouvez écrire à un gouverneur une lettre, vous aurez la réponse peut-être 3 mois, 4 mois après, et même, vous ne l'aurez jamais. C'est ça la difficulté. L'administration ne fonctionne pas. Je me suis toujours posé la question, nous sommes un pays avec plus de 1 500 000 fonctionnaires, mais est-ce qu'en réalité, nous avons même 300 000 qui vont au travail? C'est un problème. À vous écouter, la question qui tombe de source est la suivante. Est-ce qu'il existe une politique d'encadrement de la jeunesse? Est-ce qu'il est fait quelque chose pour cette jeunesse? Est-ce que le gouvernement est à même de prendre en charge et de faire quelque chose pour la majorité de sa population? Le gouvernement fait beaucoup de choses. Malheureusement, c'est au niveau, jusque-là, ça n'a pas encore connu l'impact sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui est fait? À vous écouter rien. Qu'est-ce qui est fait de telle manière que... Je vais vous donner un exemple. Il y a la loi sur la sous-traitance que nous avons votée au niveau du gouvernement, laquelle nous avons tous participé pour que cela soit effectif. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Katanga, par exemple? Les miniers qui viennent, ils recrutent même des étrangers pour venir faire la sous-traitance au niveau du Katanga. Et ça, c'est un problème. Alors que des entrepreneurs congolais peuvent faire certains métiers, notamment le nettoyage, notamment la restauration, notamment, et tout cela, les jeunes Congolais peuvent les faire. Nous avons fait la loi sur la sous-traitance, il faut la mise en application. Nous avons fait... Je vous ai dit ici que nous avons initié les brigades agricoles. Je ne voudrais pas que celui qui va me succéder, qu'il puisse tuer ces projets-là, parce que moi je pense que c'est un projet qui peut résorber beaucoup de jeunes gens qui peuvent avoir de l'emploi. J'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il faut que les gens fournissent encore davantage des efforts. Et le prochain ministre de la Jeunesse aura 2 alliés de taille. Il aura le président Félix Tshisekedi, qui est un allié, en tout cas je dois le reconnaître, c'était un allié de taille. En quoi vous a-t-il particulièrement aidé? Il m'a aidé parce que l'implémentation de tout ce que j'ai dit, il faut l'impulsion à partir du sommet. Je vous dis, s'il n'était pas là, je ne pense même pas que j'aurais fait même 1 hectare au niveau des Impuru. Je ne pense même pas qu'un tracteur serait acheté. Je ne pense même pas que ces idées allaient passer. Moi, je pense que de ce côté-là, moi, je suis un homme honnête, je suis déformé par l'exercice de la vérité. Je dois reconnaître qu'il m'a beaucoup aidé. Et donc, il a aujourd'hui 2 alliés de taille, le président de la République et le Premier ministre qui est un fils maison. C'est un ancien ministre de la Jeunesse. Il connaît donc les problèmes que je suis en train de soulever sur cette table. Parlons de votre autre secteur de prédilection, c'est la jeunesse et c'est l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Alors, on a cherché. On sait que ce ministère était relié hier à l'EPST, puis aux médias, aujourd'hui à la jeunesse. Mais de quoi s'agit-il exactement? Nous profitons de votre présence pour vous poser la question. D'abord, le concept de l'initiation à la nouvelle citoyenneté se rabat plus au devoir du citoyen qu'au droit du citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a les droits
et les devoirs envers la communauté, envers l'État. Mais ici, la philosophie de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, c'est parce que les chercheurs ont compris que la citoyenneté traditionnelle avait montré ses limites, parce que le citoyen a plus tendance à réclamer des droits qu'à faire ses devoirs envers la communauté. C'est ça le contenu exact de la nouvelle citoyenneté qui, plus elle se focalise sur les devoirs du citoyen envers sa patrie. Et en ce qui me concerne, comme je vous ai dit, moi je refuse de rêver. Christian Loussakweno, ce pays a une déchéance morale hors du commun. Vous ne pouvez pas comprendre que nous sommes parmi les rares pays au monde où la corruption n'aime personne. Nous sommes l'un des rares pays au monde où les antivaleurs sont monnaie courante et ça n'inquiète personne, ça n'étonne personne. Et c'est là depuis des décennies. C'est pour cela, moi, j'ai dit, les banderoles, les mettre dans des coins des rues pour dire Totika Koyiba, c'est bon, ça participe à la sensibilisation. Faire des émissions à Top Congo pour rappeler aux gens qu'il ne faut pas jeter les immondices dans les coins des rues, c'est bien. Mais ça, c'est du cosmétique, ça n'apportera pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, et j'assume ma position. Qu'avez-vous fait? Il faut une nouvelle génération que le Congo doit former. C'est pour cela que j'ai proposé le service civique, ça veut dire le service militaire obligatoire pour tous les jeunes qui terminent l'école secondaire. C'est là où on doit commencer pour créer un nouveau type de Congo. Donc pour vous, le service militaire obligatoire est la solution? C'est la solution. Quel en est le coût quand on sait que les grandes nations ont arrêté avec ces services militaires du fait de son coût exorbitant? Pourquoi j'ai dit que c'est là où nous devons commencer? La raison est très simple. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un citoyen déstructuré où la déstructuration du tissu social a même atteint la cellule mère qui est la famille. Si nous ne créons pas un nouveau type de Congolais, nous pouvons changer de gouvernement comme nous voulons, mais avec la même population qui a la même mentalité, il n'y a rien qui va changer. Le nouveau type de Congolais, vous le créez à partir du moment où il a 18 ans? Il est déjà abîmé à 18 ans? Pas du tout. Si le concept des services militaires obligatoires est introduit non seulement dans notre mental, mais aussi dans les cours de civisme qui doivent changer pour devenir des cours de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Ça veut dire, l'enfant entre à l'école maternelle, on commence déjà à lui apprendre les valeurs qui sont les valeurs du Congo. Il commence, on lui dit le Congo, c'est le pays le plus fort de la planète. Il commence, on lui dit le Congo, tu as un devoir de le défendre jusqu'au sacrifice suprême. Il commence, on lui dit que le Congo que vous voyez aujourd'hui ne peut être transformé que si nous tous nous mettons au travail. On lui dit le Congo, c'est un pays qui regorge énormément de potentialités, qui crée des ennemis que nous avons à travers le monde. Le Congo aujourd'hui n'a pas d'amis, y compris ceux qui nous entourent. Tous les experts militaires ont démontré qu'aucun pays de la région n'est ami au Congo. Nous n'avons juste que des partenaires et qui peuvent créer des problèmes au Congo à tout moment. Si déjà dès le bas âge, nous commençons à apprendre à nos enfants que la défense de votre patrie est la clé même du développement de votre pays pour assurer l'avenir de vos enfants, à partir de la maternelle jusqu'en 6e secondaire, et puis ils vont maintenant faire 6 mois en train de pratiquer ce qu'ils ont étudié pendant 12 ans. Au service militaire. Le service militaire obligatoire, cet enfant, vous pouvez me dire, Mobutu a tenté. Aujourd'hui, nous avons des profs comme Mathias Bobo Akaïmbe qui témoignent que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons reçu la discipline du service militaire obligatoire. C'est
quelque chose que nous avons tenté. Et en plus, c'est une promesse de campagne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, je n'ai pas inventé. Puisque vous connaissez la solution, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir la matérialiser? J'ai initié le projet de loi que j'ai déjà déposé au niveau du ministère de la Défense pour qu'ils me donnent leurs avis. Et nous allons déposer ça au niveau de la commission. En tout cas, je souhaite à celui qui va me succéder qu'il continue avec le projet pour que ça passe au niveau du gouvernement et que ça atterrisse au niveau du Parlement. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, regardez, nous sommes en train de pleurer ce qui se passe à l'Est. Mais la problématique, elle est simple. Nous avons aujourd'hui une armée qui n'est qu'une juxtaposition incongrue des groupes armés. Vous ne pouvez pas attendre des solutions d'une armée composite comme celle-là. Il faut aujourd'hui recréer une nouvelle classe, une nouvelle race des enfants du Congo qui vont constituer nos forces spéciales, mais cette fois-ci issus de cette nouvelle race, ce nouveau type de Congolais que nous allons créer par ce service. En ce moment-là, ils auront beaucoup plus conscience qu'il mieux vaut mourir pour sa nation que laisser son sang être livré aux chiens, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui redéfinir notre posture en tant que pays au cœur du continent africain. Et je pense qu'il faut des mesures courageuses pour recréer le nouveau type de Congolais. Est-ce que vous avez évalué le montant de ce service militaire C'est pas obligatoire? compliqué. Le problème du Congo, c'est la mystification. Savez-vous comment... je vous ai demandé si vous avez évalué le coût. Absolument. Cela coûterait combien? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Par enfant, je dis bien par enfant, pour manger, c'est $40 le mois. Par enfant, pour manger, c'est $40 le mois. Ça veut dire que pour le manger, en 6 mois, vous multipliez seulement $40 par 6, vous avez le coût par enfant pour le manger. Pour que ces enfants soient mis dans des... Les gens organisent des colonies de vacances. Ça coûte combien aux parents? Les colonies de vacances, mensuellement, ça coûte combien aux parents? Pas grand-chose. Mais si nous voulons, et j'ai dit c'est là où nous devons commencer, si nous voulons aujourd'hui transformer le Congo et nous ne posons pas les bases de la transformation de l'homme congolais, je vous dis, nous pouvons changer des gouvernements comme nous voulons, nous pouvons changer des majorités comme nous voulons, je vous dis, rien ne va changer. Parce que nous allons continuer à faire du surplace si nous n'avons pas changé l'homme congolais. Et je dis, moi je pose une problématique très simple et je pense que nous tous, nous pouvons y contribuer. Notamment, d'abord les gouverneurs. Si les gouverneurs s'y mettent sérieusement, nous pouvons avoir des enfants que nous amenons dans ce qu'est, j'ai dit bien, les colonies de vacances. Vous, Christian Lusakwen, vous en savez quelque chose. Je ne parle pas à un novice. Je parle à un Congolais qui a été d'abord zaïrois, qui sait que nous sommes partis dans des colonies de vacances. Nous faisons pratiquement 1 mois en dehors du toit paternel. Et nous avons, ça ne coûtait pas grand-chose. Aujourd'hui, Christian, la Gécamine ne produisait que 459 000 tonnes de cuivre. La Gécamine supportait 70% du budget de l'État. Aujourd'hui, nous avons 1 200 000 tonnes de cuivre qui quittent le Katanga. Mais le secteur minier, vous savez combien ça donne au budget de l'État? Non. Nous devons repenser tout cela. Repensons notre pays, posons les problèmes de base pour transformer l'homme congolais. Quel héritage laissez-vous à la postérité, à votre successeur? Je laisse à la postérité ces brigades agricoles. Je tiens, parce que je sais que c'est la clé du développement de ce pays, la revanche du sol sur les sous-sols. Je laisse à mon successeur les prémices du fonds pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut qu'il continue le combat de sa mise en application et de l'implémentation pour donner de l'argent à nos jeunes pour qu'ils puissent continuer dans l'entrepreneuriat. Je laisse à la prospérité ce projet de loi pour les services militaires obligatoires, qui ne se limite pas que au service militaire, puisque j'ai intitulé ça comme service civique. Quand ils seront en train de suivre ces enseignements sur la citoyenneté, sur la lutte contre la corruption, sur le leadership, sur la vision du Congo, sur
la capacité de l'homme congolais à transcender et à aimer son pays. Vous savez, Christian, ce que tu ne sais pas défendre ne t'appartient pas. Tant que nous ne saurons pas défendre ce pays, considérez qu'il ne nous appartient pas encore. Je laisse donc à la postérité ce projet de loi qui consacre l'apprentissage des métiers pendant ces 6 mois de formation civique. Est-ce que vous espérez vous succéder? Ça ne dépend pas de moi. Est-ce que vous espérez? La question est précise. Je parle de vous et de l'espoir, du souhait qui est le vôtre. Est-ce que vous espérez vous succéder? Je n'ai pas à répondre à cette question parce que, comme vous le savez, c'est d'abord le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Vous ne voulez pas répondre à cette question. Je suis une ressource au service de la République. À quoi vous engagez-vous personnellement dans l'avenir pour cette jeunesse, pour l'initiation à la nouvelle citoyenneté si vous n'êtes plus ministre? Non, je continuerai tous les projets que j'ai engagés. Quel que soit mon successeur, je serai d'abord l'un de ses conseillers et bénévolement. Je voudrais que tous ces projets que nous avons commencés puissent continuer et j'apporterai ma pierre à l'édifice. Deuxièmement, je vais continuer à travailler. Moi, je suis un homme politique, j'ai un parti politique, je vais continuer à œuvrer, l'UNC, mon parti que j'aime bien. Je vais continuer à être loyal, non seulement au président de mon parti, mais aussi à œuvrer pour les valeurs que nous défendons au sein de notre parti, mais aussi, comme tout homme, j'aurai certainement une fondation dans laquelle je vais continuer notamment mes activités pour aider un tant soit peu nos jeunes à continuer à croire en l'avenir de ce pays. Vous avez dit hier, le ministère de la Jeunesse était noyé dans le ministère des Sports et Loisirs. On a constaté que le ministère de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté était lui plongé, noyé d'abord dans le ministère de l'EPST, puis dans le ministère des Médias. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le ministère que vous dirigez, au moment où on parle de limiter le nombre de ministères et de portefeuilles, est-ce que ce ministère, comme il est là, et il est utile, il est viable, ou il doit, selon vous, être soit ramené avec le ministère des Sports, avec un autre ministère? Si oui, avec lequel? Je ne voudrais pas, en tout cas si on me demandait mon point de vue, je ne voudrais pas que le ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté soit ramené au niveau du ministère des Sports. Je voudrais plutôt proposer, si on me le demandait, je proposerais que le ministère de la Culture soit plutôt annexé au ministère de la Jeunesse. Parce que la culture, même dans notre pays, nous l'avons vraiment... C'est un pays, nous sommes un pays sans culture. Les gens pensent que la culture signifie voir Fali, Héritier, Ouera danser. Non, la culture, c'est ça même le fondement de tout un peuple. Nous sommes devenus comme un peuple sans culture. Voilà pourquoi je vous dis, la Deuxième République avait ses défauts, mais la Deuxième République avait quand même des fondements. On ne pouvait pas voir des femmes porter les pantalons à l'époque de la Deuxième République. Ça, c'était des valeurs culturelles qu'on a enracinées dans le Zaïrois. Nos mamans étaient des mamans respectables. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un certain nombre de valeurs culturelles que la zaïrianisation nous avait amenées. Aujourd'hui, une femme qui porte un pantalon n'est pas une femme respectable? Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'il y a des cultures. Mais comment avons-nous quitté l'épargne pour en arriver là? C'est parce qu'il y a eu rupture à un moment. Le laisser aller, nous l'avons laissé à un moment. Mais aujourd'hui, c'est devenu accepté par tout le monde. Donc nous devons vivre avec. Le libéralisme que nous avons voulu, c'est ça aussi. Mais j'ai dit, il y a des valeurs culturelles qui étaient les nôtres. Regardez le boubou des Ouest-Africains. Ils ne l'ont jamais abandonné. Hein. Quel que soit ce qui est arrivé, ils ne l'ont jamais abandonné. Pourquoi? Parce que justement, un certain nombre de valeurs qu'ils ont. La culture, c'est notamment les valeurs que nous devons inoculer à nos enfants. Pour dire, un enfant ne se comporte pas comme ça. Aujourd'hui, les enfants, tous ont des smartphones et il n'y a pas de limite. Il faut que nous puissions instaurer une commission culturelle qui va même revoir les programmes de télévision. Et je voudrais ici féliciter Top Congo parce que chez Top Congo, vous ne retrouvez pas n'importe quelle émission. En tout cas, coup de chapeau chez vous. Des fois, j'avais honte
de suivre la télévision congolaise quand on voit des choses qui s'y passent. Justement, pourquoi? C'est pas aussi de leur faute, parce que justement, sur le plan culturel, il y a des choses que nous n'avons pas encore réglementées et ça pose problème. Donc, moi, si on m'avait demandé, j'allais dire qu'on puisse associer le ministère de la Jeunesse, celui de la Culture et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, parce que ça va de pair. C'est même le fondement même de notre société, si nous la voulons grand et si nous voulons que notre pays puisse s'imposer sur les plans africain et international.